Bonjour Emmanuel. Bonjour Rebecca. Alors on se retrouve pour l'histoire d'Alizée. Je vais la situer un petit peu, vous venez de l'écouter probablement, mais dans les grandes lignes, c'est une histoire qui parle de la peur, qui parle du désir d'aider l'autre et de la façon dont on peut se sentir impuissant. C'est une histoire également qui parle de combat. Pour vous, elle parle de quoi cette histoire, Emmanuel ? Donc cette histoire, elle parle en effet de plusieurs choses. Je dirais que les plus saillantes, ce sont dans un premier temps cette émotion singulière, cette tristesse, cette sensation d'impuissance lorsque on a envie d'aider quelqu'un et que non seulement on n'y parvient pas, mais en plus on a l'impression d'aggraver finalement la situation, d'amplifier la souffrance. Et puis la deuxième chose, c'est que ça parle de harcèlement. Harcèlement en milieu scolaire, mais en l'occurrence, ce sont les mêmes mécanismes dans le harcèlement dans d'autres domaines, comme le domaine conjugal, le domaine professionnel par exemple. On l'a choisi également parce que cette situation dans laquelle le prof vient vous voir et qu'il est supervisé ouvre une autre voie. Elle ouvre l'intervention du thérapeute de façon très concrète avec une idée d'aider un aidant qui ne parvient pas à aider. Le premier thème pour moi qui émergeait dans cette histoire, c'est la peur, les premières fois, celle qu'on va retrouver probablement adulte, mais la peur de cette jeune fille. Quand vous l'entendez, quand le prof vous la raconte, qu'est-ce qui vous vient ? Ce qui me vient, c'est l'idée d'un combat interne, en fait, chez cette jeune fille, avec vraisemblablement, me dis-je à ce moment-là, une volonté cérébrale, rationnelle, de prendre la parole à l'oral, pour des raisons parfaitement logiques et légitimes, que d'ailleurs son enseignant lui a listées à plusieurs reprises, et une autre partie d'elle-même qui est ce corps qui n'a pas envie d'aller prendre des coups, en fait, d'une certaine façon. Et au fond, je me dis que tant qu'on n'a pas identifié ce combat et tant qu'on n'a pas aidé Alizée à l'identifier elle-même, alors il ne cessera pas et il continuera à la faire souffrir. Est-ce que vous pensez, parce que c'est l'impression qu'on a quand on lit l'histoire, que l'enseignant souffre également ? L'enseignant souffre également parce que il sent bien, même s'il n'arrive pas exactement à le verbaliser au départ, il sent bien que ce qu'il fait de parfaitement rationnel, légitime, logique, contribue à rendre Alizée de plus en plus mal et contribue à faire qu'elle se sent encore plus dans l'incapacité de prendre la parole en public. Donc c'est une souffrance que peuvent rencontrer beaucoup d'enseignants, moi que j'ai la chance de superviser ou de former, parce qu'à certains moments, on ne les a pas outillés à poser les bonnes questions en fait à leurs élèves. Et c'est marrant quand vous le posez, ça fait écho pour moi. Moi, je suis plutôt dans le monde de l'entreprise, avec ce qui peut également se produire. Vous parlez de la rationalité et évidemment, on n'a pas été élevé, on n'a pas grandi avec l'idée qu'il y avait d'autres voies que celle de la rationalité. Donc, on va retrouver ça en entreprise. Quand ceux qui y travaillent souffrent de trop d'exigences, de trop de charges, trop de contraintes, qui sont encouragés à lâcher rationnellement et qu'ils n'y parviennent pas. Comment on fait pour y aller différemment ? C'est un peu ça d'ailleurs le modèle de Palo Alto. C'est exactement ça le modèle de Palo Alto. La phrase, je trouve, la plus aidante quand on utilise Palo Alto, enfin il y en a deux en fait, très exactement, mais la première je trouve qui est primordiale, c'est qu'est-ce qui empêche que ce qui rationnellement est souhaité, souvent de part et d'autre, comme dans le cas d'Alizée et Benjamin, qu'est-ce qui empêche que cela advienne ? Ça c'est vraiment une question absolument fondamentale parce que l'école de Palo Alto va permettre d'aider à enlever ce qui empêche, en fait, d'une certaine manière. Et la deuxième question que je trouve extrêmement aidante, d'une façon générale, c'est quel est le combat de cette personne qui est en face de moi ? Et le combat ici, il y en a deux, il y a le combat de Benjamin pour convaincre, persuader cette jeune fille de prendre la parole en public, et il y a le combat interne d'Alizée dont on parlait juste avant. Oui, c'est ça, on est dans la question des combats. Mais dans l'histoire, quand même, vous commencez par aller de façon
d'une façon qui pourrait paraître simpliste au lecteur et qui l'est pas, qui est indispensable dans l'intervention, à poser des questions de, «Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fait?» En fait, vous cherchez avec lui ce qu'ont été ses tentatives de solution. Exactement. Je crois que le trésor d'un entretien thérapeutique, c'est la séquence de vie saignante, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que pour moi, un entretien thérapeutique qui problématise correctement, c'est un entretien lors duquel l'accompagnant se met accroupi au fond à côté de son patient. Et avec lui, il regarde de façon extrêmement précise ce qui s'est passé dans les séquences qui illustrent au fond le problème pour lequel il demande à être accompagné. Ouais. Et j'insiste vraiment sur le terme de séquence parce qu'il s'agit vraiment d'un souvenir. Il ne s'agit pas d'une analyse. Mmh. Parce que toute la rationalité dont on parlait juste avant pousse aussi les gens à vouloir interpréter en fait un certain nombre de choses, à faire des analyses qui donnent lieu ensuite à des synthèses et donc à des interprétations. Nous, notre métier, c'est ni synthèse, ni analyse, ni interprétation. C'est une question. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque le problème s'est produit la dernière fois et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Rien que ça, pour moi, dans la démarche de ce modèle est intéressant par rapport à la façon dont on invite en général les gens à réfléchir ou à agir. Rien que ça est intéressant parce que finalement, on les replonge pas dans de l'intrapsychique, on les ramène pas à l'endroit du problème et du sens et de ses impacts, on les emmène dans un espace d'observation qui va objectiver un peu, donner à voir, presque modéliser en fait, ou mettre comme un processus de ce qu'ils font, de leurs gestes, de leurs actes, dont ils vont pouvoir évaluer derrière qu'ils se répètent sans produire le résultat escompté. Absolument, c'est-à-dire qu'on va passer d'une causalité essentiellement linéaire voilà, qui dit ben donc il faut juste que elle se bouge et puis elle arrivera finalement à monter sur l'estrade et à parler en public, à une causalité circulaire où on dit au fond donc Benjamin, toi la dernière fois qu'elle n'a pas voulu, tu lui as dit ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'elle s'est sentie visiblement de plus en plus mal et que désormais elle vient de moins en moins en cours et donc j'ai réinsisté à nouveau et donc ce qui s'est passé c'est que du coup elle est de plus en plus à l'infirmerie et donc on est en train en posant ces questions qui en effet sont très simples, très basiques, très concrètes, on est en train d'amener la personne qui souffre, en tout cas en l'occurrence une des deux personnes, à regarder d'une certaine manière le tango qui se danse en fait et qui visiblement est plutôt assez mortifère. Je voudrais juste préciser quand, vous parlez de causalité linéaire et de causalité circulaire, vous l'avez expliqué, mais de façon, peut-être un peu plus basique. L'illustration, c'est en causalité linéaire, ce qu'on a l'habitude de pratiquer, c'est A entraîne B qui entraîne C qui entraîne D. En causalité circulaire, qui est utilisée dans le modèle de Palo Alto et dans le systémique en général, on considère que A interagit avec B, qui peut-être interagit avec C, qui peut-être interagit avec A, etc., etc. C'est-à-dire que dans le système, on n'est pas dans une succession d'impacts qui se suivent, mais des interactions qui peuvent se faire à différents endroits du système avec tous les acteurs du système. C'est ça? C'est ça, et c'était aussi pour faire écho à l'analyse intrapsychique, c'est-à-dire que l'analyse intrapsychique qui n'est pas mise en œuvre dans cette histoire, mais qui aurait pu l'être à d'autres endroits, répond à une causalité linéaire. C'est-à-dire que on aurait pu dire si Alizée ne monte pas sur l'estrade, c'est-à-dire B, c'est parce que petite, elle a été tapée par sa tante A. Donc c'est parce que sa tante, donc événement A, l'a tapée que B, elle monte pas sur l'estrade. Nous, on va plutôt regarder au fond ce que ici maintenant Alizée fait avec elle-même pour tenter de monter sur cette estrade et qui ne fonctionne pas. Et donc, on n'a même presque pas besoin de C dans un premier temps, c'est-à-dire que si on veut travailler sur le combat interne d'Alizée, on va regarder que Alizée, elle se dit, il faudrait que je monte sur l'estrade. Ça, c'est son cerveau, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, son corps dit, non, je ne monterai pas. Et là, son cerveau essaye encore plus de faire monter son corps. Et là, son corps dit non. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus que l'évitement, la fuite qui est possible parce que ce combat devient trop douloureux, quoi, d'une certaine manière. Mmh. Si on fait maintenant un focus d'abord sur votre client, là, en supervision, qui est Benjamin,
Comment on fait pour faire passer le message à quelqu'un que, quand il veut t'aider, il n'aide pas? Au contraire, il prive l'autre de ses moyens d'agir. Je crois que c'est extrêmement important. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'empathie stratégique. C'est-à-dire que l'empathie, bien entendu, c'est extrêmement important, mais si elle n'est pas stratégique, elle n'est pas très aidante, elle est juste confortable, quoi, disons. Et donc, ce qu'on va expliquer à Benjamin, comme à la plupart des gens qui nous font confiance pour qu'on les accompagne, c'est que on va souligner à quel point ce qu'ils font est parfaitement logique, parfaitement bienveillant, parfaitement équitable, dans le cas de Benjamin par exemple par rapport aux autres élèves. Et donc, à quel point nous comprenons parfaitement qu'il ait fait ça plusieurs fois, en se disant ça va bien finir par fonctionner, la persévérance étant une qualité chez les enseignants tout à fait remarquable, c'est-à-dire qu'ils continuent beaucoup à faire des choses qui ne fonctionnent pas, mais parce que ce sont de bons élèves, d'une certaine façon. On va ensuite souligner avec lui que visiblement dans cette situation-là, et dans cette situation-là, et ça ne veut pas dire que dans d'autres ça n'aurait pas été le cas, dans cette situation-là, ça ne fonctionne pas du tout. Et je pense que c'est absolument important de bien souligner à la fois la bienveillance, à la fois l'intelligence d'une certaine manière, le bon sens en tout cas, qui préside à ces tentatives de solution. Mais lorsqu'on pose la question, et donc vous avez tenté en effet de la convaincre de différentes façons, vous lui avez laissé du temps, vous avez fait plein de choses tout à fait rationnelles, et qu'on pose la question, et donc, est-ce que ça a fonctionné? Et qu'ils disent non, c'est là qu'ils commencent à comprendre, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit d'autre qui pourrait être culpabilisant, c'est là qu'ils comprennent en fait que l'aide, pour l'instant, provoque l'inverse de ce qu'elle vise. Je voudrais redéplier ce stratégique parce que j'étudie les systémiques et je vois que j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à comprendre ce que ça voulait dire, même si c'est assez simple. L'empathie stratégique, ça veut dire avoir une intention dans l'empathie qu'on met au service de l'autre pour le conduire à un autre endroit. Et donc, c'est faire les choses avec l'idée d'amorcer un mouvement initialement et pas simplement être empathique pour rejoindre l'autre et en rester là. C'est ça? C'est exactement ça. La définition précise telle que nous l'avons élaborée il y a peu de temps, parce qu'on s'est posé cette question très précise, c'est l'empathie stratégique. L'empathie stratégique, c'est dire à notre client, à notre patient, à quel point on comprend infiniment les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait et que nous allons lui demander d'arrêter de faire. C'est toujours assez amusant à entendre. Et si on continue à regarder Benjamin, il y a quelque chose, il y a un conflit intérieur pour lui entre faire à la place d'eux quand il va commencer à l'exhorter à se défendre et la laisser faire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens? Alors on peut revenir sur Benjamin et d'une façon plus générale, de quand on veut aider quelqu'un et qu'on est tellement tenté, les parents le font beaucoup avec les enfants, de faire à la place d'eux. D'une façon générale, quand on fait à la place de quelqu'un, c'est-à-dire quand on prend en charge quelqu'un, quand on fait ce qu'il pourrait faire, eu égard à son développement cognitif et physique, on lui envoie deux messages. Le premier, c'est « je t'aime », j'ai de l'estime pour toi, en l'espèce, en ce qui concerne Benjamin. Et ça, c'est un point très important. Je pense que l'estime des enseignants est quelque chose qui peut être un vrai Moteur. Mais dans le même temps, on lui envoie un message en implicite aussi d'ailleurs, qui est « tu n'es pas capable ». Tu n'es pas capable de gérer cette bande de garçons insultants et misogynes, et donc je vais le faire à ta place. Ce faisant, je pense qu'on envoie donc un message qui creuse l'estime de soi-même vis-à-vis d'enfants qui ont déjà une estime d'eux extrêmement détériorée par rapport à leurs compétences sociales. C'est la raison pour laquelle, en faisant à la place, on aggrave au fond la vulnérabilité, on pourrait même dire on renforce la vulnérabilité de ces enfants, qui est déjà précisément le problème, un des ingrédients qui font qu'ils sont précisément maltraités par les autres. Alors justement, ça m'emmène sur la vulnérabilité ou la fragilité d'Alizée. Est-ce qu'elle est particulièrement fragile? Alors, je pense que la fragilité, c'est quelque chose d'extrêmement contextuel. C'est-à-dire que je ne pense pas que par nature, on soit fragile ou fort. Je pense qu'en revanche, des éléments peuvent faire que une minute dans la journée, on est infiniment vulnérable, ou 2 mois dans une année, ou 10 ans dans une vie, parce qu'il s'est passé des choses qui ont creusé au fond, qui ont laissé
des traces, des blessures qui sont pas exactement refermées pour certaines. Donc, un enfant, par exemple, qui en effet est exhorté en permanence à monter, prendre la parole en public devant un groupe et qui ne le fait pas, montre sa vulnérabilité d'une certaine manière, montre sa fragilité. Et de ce point de vue-là, dans cette situation-là, oui, Alizée est infiniment fragile. C'est marrant parce que ça m'emmène, je le disais, moi je travaille avec les adultes essentiellement et beaucoup sur la question de la souffrance au travail. Et on retrouve dans ce que vous venez de décrire exactement ce que moi je porte sur les risques psychosociaux ou le stress au travail. C'est un moment d'une vie, d'une période, un déséquilibre entre les facteurs de ressources et les facteurs de contrainte. Et c'est ce moment-là précis où on dérape, ce qui ne fait pas de l'individu un individu fragile, mais ce qui fait que chacun, à n'importe quel moment de sa vie, peut se retrouver avec insuffisamment de ressources personnelles, physiques, morales, affectives, et trop de contraintes professionnelles, de charges, de rythme, de pression, et que c'est à ce moment-là qu'on bascule. On est d'accord, le parallèle a de la valeur. Il est absolument valeureux, en effet. Il est parfaitement juste, ce parallèle. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un coach, ou en l'occurrence qu'un enseignant, dans le cas de Benjamin, peut, alors même qu'il veut l'inverse, aggraver les choses, ou au contraire, renforcer en fait la personne qu'il a envie d'accompagner, qui lui demande de l'accompagner, pour réalimenter ses ressources, parce que c'est en puisant dans ses propres ressources qu'on les réalimente. On est d'accord. Ce qui est troublant d'ailleurs dans l'histoire, c'est que Benjamin n'est pas traversé par l'idée de lui demander pourquoi il ne veut pas passer à l'oral. Ça m'a interpellée et en fait je me suis demandé s'il n'avait pas un conflit de loyauté entre son statut, sa fonction de prof et son désir de rester juste. Je sais pas, enfin je veux bien votre regard. Ce que je pense, c'est que il est porté par son cérébral, en fait, Benjamin, et son cérébral de prof, donc c'est un cérébral puissant, la plupart du temps, c'est un cérébral très normatif en matière de ce que, en effet, doit être un prof, mais surtout de ce que doit être un élève pour pouvoir réussir sa scolarité. Et au fond, il n'écoute que ça. Il n'est pas du tout orienté vers les émotions en fait de son élève, mais à mon avis parce qu'il est un peu câblé comme ça au départ, en effet, dans la façon qu'il a de percevoir ses élèves, sont plutôt des êtres scolaires que des êtres émotionnels d'une certaine façon. Et au fond, je crois que la question que d'ailleurs je lui propose de poser à Alizée, c'est pas pourquoi tu ne montes pas sur l'estrade, pourquoi tu ne prends pas la parole en public, c'est plutôt qu'est-ce qui empêche. Parce que la question pourquoi, je trouve, en matière d'accompagnement, elle est extrêmement culpabilisante. Parce que à pourquoi, par exemple, Alizée aurait pu être tentée de répondre parce que je manque de courage. Ce qui n'est pas une réponse qu'on a envie de faire, en fait, quand quelqu'un est censé nous accompagner. Et puis aussi, là où je vous rejoins, c'est que le pourquoi, il renvoie l'autre à sa propre incapacité. Parce que souvent, si on savait pourquoi, on ferait autrement. Et on ne sait ni pourquoi, ni comment. Il peut appauvrir la réflexion et les moyens d'action envisageables. Absolument, c'est exactement ça. Alors que la question, qu'est-ce qui pourrait se passer de si épouvantable si tout à coup tu prenais la parole en public, est une question qui n'est absolument pas culpabilisante et qui vient justement se positionner, si je puis dire, sur les émotions d'Alizée, sur sa peur. Or, en l'occurrence, par rapport aux deux questions dont on a dit qu'elles étaient fondamentales, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? C'est la peur d'Alizée. Il y a autre chose, du coup, quand je vous entends la reformuler, c'est la question de endogène-exogène. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait empêcher c'est un fait, c'est quelque chose qui est extérieur à moi quand on me pose la question. Et ça me permet de me décentrer, d'être sur l'objet de ma peur et non sur ma peur et donc non sur moi. Alors que pourquoi il y a quelque chose d'implicite, il y a un implicite qui est très fort qui dit pourquoi tu fais pas? Qu'est-ce qui pourrait empêcher? C'est autre chose. C'est presque comme si ça objectivait, ça légitimait la peur. Exactement. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est le fait de pouvoir vivre, regarder 2 combats qui se mènent l'un après l'autre. Le premier est celui de Benjamin pour probablement sortir de sa posture, de son rôle, de ce qu'il a appris, en fait, comme s'il apprenait à désapprendre. Et puis ensuite celui d'Alizée pour oser dépasser, d'abord pour oser faire l'aveu, et puis après pour oser dépasser et aller au front, dans lequel elle va combattre à la fois sa peur, à la fois ses ennemis jurés, la bande d'affreux. Comment on fait pour emmener quelqu'un au combat alors qu'il est figé, alors qu'il est à l'arrêt?
Donc on l'a vu pour Benjamin, le fait de faire preuve d'empathie stratégique avec lui, tout en lui disant que sans prendre contact avec les émotions d'Alizé, il ne parviendra pas à l'aider. On a réussi au fond à lui faire un virage à 180 degrés, c'est-à-dire qu'au lieu de l'exhorter à prendre la parole en public, il va aller lui dire: je comprends que ce soit hyper difficile de prendre la parole en public, et si tu veux me dire ce qui rend ça si difficile, alors on pourra y réfléchir. Donc le 180 degrés de Benjamin, il est là, c'est-à-dire si on parle en termes de combat, c'est qu'il va un peu lâcher le combat cérébral, le combat de la raison, pour aller accueillir les émotions d'Alizé. Le fait qu'il accueille ses émotions, et il l'a fait tout à fait brillamment, je trouve, fait qu'Alizé se sent suffisamment sécurisée pour lui dire ce qui lui fait peur. Et là, il y a vraiment quelque chose d'assez dur pour Benjamin, mais bon, on en avait parlé pas mal déjà, de harcèlement avec ce groupe de supervisés. Là, évidemment, la première tendance, comme on le disait tout à l'heure, de Benjamin, c'est de vouloir aller faire la morale à Clément et à sa bande d'affreux misogynes. Mmh. Mais en même temps, il sent, parce qu'il est à nouveau sur les émotions, il sent que ça pourrait être préjudiciable à Alizé. Et du coup, il se retient. Et à partir du moment où, en effet, cette relation n'est plus dans une relation de combat entre Benjamin qui veut et Alizé qui a peur, alors on peut élaborer une stratégie pour elle. Au fond, ce que lui dit Benjamin, c'est qu'il lui dit soit, en effet, tu laisses Clément et sa bande, dont, en effet, le jeu le plus cruel consiste à noter physiquement les filles de la classe et ensuite diffuser le classement sur Snapchat. Soit en effet tu les laisses donc gagner, c'est-à-dire que c'est eux qui décident de ton orientation scolaire, puisque si tu passes jamais à l'oral, ça va évidemment te jouer des tours, toi qui veux faire veto, et donc finalement tu les désignes comme étant tes coachs scolaires. Vu que tu considères qu'ils ont des compétences pour ça. Et là, je trouve ça très intéressant. Alors, je voudrais rebondir parce que c'est comme s'il l'autorisait. Et du coup, c'est comme si quand il lui dit ça, c'est aussi une façon de lui dire qu'elle n'est pas jugée, qu'elle peut choisir, qu'elle fait ce qu'elle veut. Et il lui redonne de l'agilité à ce niveau-là. Et puis quand vous disiez, finalement, il a le choix de continuer à l'exhorter à faire, etc. On est d'accord qu'à ce moment-là, on rentre dans un processus d'escalade symétrique où l'un apporte la réponse de son statut ou de son rôle, l'autre remet sa réponse au-dessus, etc., 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 et ça monte. Et là, il sort en fait de ce schéma-là et il se met comme s'il était en parité un peu avec elle, enfin en tout cas dans une posture basse un peu. Alors, plus exactement, je parlerais d'escalade complémentaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lui est de plus en plus en train d'essayer de la convaincre, de faire preuve d'autorité, de faire preuve de punition, etc. Et elle est de plus en plus en position basse, recroquevillée, ne sachant plus quoi faire, tétanisée. Ok. En la responsabilisant, en effet, c'est parfaitement juste, et en lui disant au fond, moi je ne suis qu'un outil à ta disposition, il se met en position basse, ce qui permet par vase communicant de la faire remonter, puisqu'il lui laisse le choix. Et du coup, il lui laisse le choix entre, en effet, choisir Clément comme coach scolaire ou décider que c'est elle qui gère son destin scolaire et donc faire tomber Clément et sa bande de leur piédestal de populaire négatif de cette classe de collégiens. Et donc, il commence à y réfléchir et au fond, il lui dit implicitement, en refusant de prendre la parole en public, tu leur dis arrêtez d'être méchants comme ça, vous êtes vraiment tellement méchants que moi vous m'empêchez de vivre, même si c'est pas dit de façon explicite, c'est quand même pour empêcher que ça advienne, pour dire de façon implicite arrêtez de faire ça, ça n'a aucun sens. Et donc au fond, le virage à 180 degrés et le combat que Benjamin a proposé à Alizé, c'est d'aller au contraire leur demander de continuer à faire ce qu'ils font parce que précisément ça n'a plus aucun impact sur elle si ce n'est de plutôt la faire rigoler. Ce qui est très compliqué, je veux dire, ça demande un courage inouï ce qu'a fait Alizé, de tout à coup leur dire j'espère que vous me ferez une story un peu moins dégueulasse que la dernière fois et que vous mettrez tous vos moyens créatifs en branle, parce que je suis quand même la plus moche de la classe, donc je mérite quand même bien une super story pour le classement de dernière de promo. Et au fond, là, il y a quelque chose qui joue, qui est de l'ordre de l'injonction paradoxale et qui est très intéressant, c'est que quand elle va demander à la bande de garçons de la prendre en photo, de se moquer d'elle et de publier, de deux choses l'une. Soit ils le font, et là elle pourra les remercier, ce qui veut dire qu'au fond, ils lui auront obéi. Elle reprend le contrôle de leur relation. Soit ils le font pas, et c'est ce qu'elle voulait. Donc dans les deux cas, ils ont perdu.
Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que du coup, même le prof change d'endroit. Il n'est pas justicier, il est allié, il est en soutien. Et elle reprend effectivement la main. Elle trouve d'autres alliés puisqu'elle va trouver aussi ses camarades de classe. Elle va trouver un soutien finalement qu'elle n'avait même pas pensé à solliciter. Et elle sort du statut de la victime et elle devient elle-même une combattante assez victorieuse en ayant identifié que le risque qu'elle prend ou qu'elle prendra finalement est peut-être moins douloureux que de continuer à subir et à rater son desiderata initial de devenir vétérinaire. C'est ça. Elle passe vraiment d'une posture où elle subit à une posture où elle reprend l'impact qu'elle a sur cette relation, un impact maîtrisé. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Emmanuel, pour vous, qu'on n'a pas exploré dans cette séance qui vous semblerait utile de partager? Non, je pense vraiment qu'on a fait le tour, même si c'est en effet une situation que j'ai trouvée assez dense et assez complexe. Oui, elle est dense et complexe et elle présente l'intérêt, à mon avis, de s'appliquer dans des situations dans lesquelles on voudrait être en posture d'aide et où on est finalement en posture d'empêcheur d'eux, et dans des configurations dans lesquelles on n'arrive pas à faire le premier pas qui nous éloigne de notre peur. Et finalement, si je retiens des choses, j'ai retenu beaucoup dans ce que vous disiez, le ici et maintenant. Quand vous commencez à aller travailler avec votre patient, enfin là en l'occurrence c'est supervisé, le ici et maintenant, le je suis accroupi avec mon client, la question de l'empathie stratégique qui est intéressante finalement pour chacun de nous quand on cherche à aider quelqu'un, comment on le rejoint pour pouvoir ensuite le décaler et l'emmener ailleurs, et puis les autorisations qu'on peut donner à quelqu'un quand on a envie de l'aider. Ça vous semble complet ? Ça me paraît top. Merci, on a terminé pour cette promenade autour de Alizée et Benjamin. On se retrouve dans une prochaine histoire et pour de prochaines explications, explorations avec Emmanuel. À bientôt Emmanuel. À bientôt Rebecca. Au revoir.